Bienvenue sur Un air de RH, le podcast 100% dédié aux professionnels RH et aux dirigeants d'entreprise, imaginé par les éditions Tissot et Culture RH. Je suis Élodie Clarion et je suis ravie de vous accueillir pour cette deuxième saison qui s'annonce haute en couleurs. Merci à Lucille Julien qui a animé avec brio la première saison. C'est avec fierté que je reprends le flambeau. Dans ce podcast, des professionnels partageront avec nous des solutions qu'ils ont trouvées et mises en place pour faciliter l'application du droit du travail au sein de l'entreprise au bénéfice des salariés. Depuis le début de la crise sanitaire, les entreprises, professionnels RH, mais également les salariés ont été soumis à de nombreux changements et ont dû faire preuve d'une capacité d'adaptation à toute épreuve. Le spectre d'un quatrième confinement s'éloignant avec la généralisation de la vaccination, la tension devrait décroître fortement dans les prochaines semaines au sein des entreprises. Cette période d'accalmie ne signifie pas pour autant la fin de la crise sanitaire. En effet, là où tout le monde faisait le dos rond et serrait les rangs pendant le plus fort de la crise, les effets secondaires de ce que nous venons de vivre risquent de prendre le dessus. Dépression, burn-out, peur de revenir en présentiel. La crise sanitaire a déjà eu et aura forcément des conséquences pour les salariés des entreprises. Mais quelles en sont les conséquences les plus répandues? Comment, en tant que RH, identifier les personnes à risque? Comment réagir? Pour traiter de ce sujet, de l'impact de la crise sanitaire sur les entreprises, nous accueillons aujourd'hui Emma Pizzali, psychologue clinicienne, auteure et consultante sur le risque psychosocial. Bonne écoute! Bonjour Emma, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter, c'est un plaisir d'échanger avec Tissot et les auditeurs bien sûr. Plaisir partagé. Alors, pour commencer cet épisode, je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Alors moi je suis psychologue clinicienne de formation. Je consulte en libéral, j'écris des livres et je conseille les entreprises sur le risque psychosocial et le bien-être au travail. Alors, on entend beaucoup parler du coût social de cette crise sanitaire. Mais est-ce qu'il existe des premières études qui mesurent le coût de cette crise sur le moral des salariés? Bien, il y a plusieurs études qui ont été publiées par des grands instituts de sondage suite au début de la crise sanitaire. Mais avant de vous détailler ces résultats, moi, ce que je voudrais vous indiquer, c'est que lorsque, au début de la crise, en fait, je travaillais dans un cabinet de conseil qui proposait, entre autres choses, des lignes de soutien téléphonique pour les salariés. Donc, c'est-à-dire avec des psychologues qui sont disponibles 24 heures sur 24 pour discuter avec les salariés qui le souhaiteraient dans les entreprises qui souscrivent à ce service, bien sûr. Donc, nous, ce qu'on a remarqué immédiatement au moment de la première allocution de Macron, c'est que le nombre d'appels sur ces plateformes-là a explosé. Là, je serais incapable de vous dire est-ce que ça a doublé, triplé. J'ai pas noté les chiffres à l'époque quand je travaillait là-bas, mais c'était vraiment en termes de quantité d'appels déjà très impressionnant. Ce dont nous faisaient part les salariés à l'époque quand on échangeait avec eux, c'était vraiment le sentiment d'isolement qui était la première chose qui les marquait, d'isolement alors bien sûr de la vie quotidienne, hein, de ne pas pouvoir nécessairement voir ses proches, faire les activités, les choses du quotidien, que ça soit aller à son club de sport, aller chercher son pain en bas de chez soi comme d'habitude. Et puis bien sûr l'isolement vis-à-vis des collègues. Ça, c'était quelque chose qui leur pesait beaucoup. Et la deuxième chose, moi, qui m'avait vraiment frappée, c'était l'incertitude que vivaient les personnes dans leur emploi. Alors, l'incertitude vis-à-vis de l'activité. Donc, par exemple, c'était des gens qui nous disaient, mais voilà, moi, le client, le prestataire que j'ai au bout du fil et avec qui on était censé organiser ceci ou cela, qu'est-ce que je lui dis? Et le fait comme ça de ne pas savoir
comment allait se dérouler même la journée du lendemain, c'était quelque chose qui les éprouvait beaucoup. Et puis pour un certain nombre de salariés, c'était aussi l'incertitude vraiment vis-à-vis de son emploi, de se demander est-ce que mon entreprise va survivre à cette crise. Donc ça pouvait être le cas pour des salariés qui travaillaient dans des entreprises déjà en difficulté, mais ça pouvait être le cas aussi dans des entreprises florissantes, mais qui étaient vraiment directement impactées par la crise. Je pense par exemple à tous les acteurs économiques du tourisme. Là, c'était des entreprises qui étaient vraiment très très touchées. Et pour revenir aux études que vous évoquez en préambule? Après cette petite aparté sur moi, l'expérience que j'ai vécue en tant que consultante en soutien direct de salariés, il y a quelques études intéressantes, je vous le disais, qui ont été publiées dans les mois qui ont suivi le début de la pandémie. Donc, par exemple, il y a eu le baromètre d'OpinionWay qui a été publié en mai 2020 et qui s'intéressait à la manière dont la crise touchait les salariés, mais vraiment sur le plan physique. Donc là, on avait un tiers des sondés qui déclaraient, par exemple, qu'ils avaient des problèmes de sommeil. Autour de un quart des personnes qui déclaraient avoir des douleurs de type musculo-squelettique, par exemple, du fait d'être assis devant l'ordinateur toute la journée sans bouger. Donc les troubles musculo-squelettiques, ça existe depuis bien longtemps, hein. On n'a pas attendu la survenue de la crise du Covid pour ça, mais ils se sont, semble-t-il, d'après ce baromètre-là, en tout cas, encore plus développés, y compris pour des salariés qui n'étaient pas nécessairement touchés avant. Et pareil, environ un quart des personnes qui déclaraient des maux de tête très fréquents et assez invalidants, finalement. J'ai une deuxième enquête dont je peux vous parler, c'est celle d'Oracle et Workplace, qui est sortie celle-là un petit peu plus tardivement, en octobre 2020, donc avec déjà un peu plus de recul. Et là, dans cette étude-là, on avait 3/4 des sondés, donc des salariés français de tout secteur de métier, qui affirmaient que la pandémie avait eu des effets négatifs sur leur santé mentale. On avait aussi à peu près la moitié des sondés, des sondés télétravailleurs, là, qui notaient un manque d'échange, un manque d'information avec les collègues. Et ça, vous voyez, ça reboucle l'expérience dont je vous faisais part de mon côté juste avant. Et cette étude-là, elle donne à peu près les mêmes résultats sur les troubles du sommeil ou les maux de tête, les maux divers et variés, qui touchaient beaucoup de personnes. Voilà ce que je peux vous dire, Élodie, pour commencer sur ces données sur le moral vraiment des salariés. Alors moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ces informations-là, c'est de mettre ces données en regard avec les chiffres qu'on a sur la productivité. Donc, bien sûr, personne n'est sans ignorer que l'activité a été bouleversée dans toutes les entreprises de France. Et sur la productivité, on a différents économistes, différents instituts qui se sont intéressés à ça. Et là, ce qu'on observe, contrairement aux résultats dont je vous parlais juste avant, qui sont très unanimes en fait, c'est qu'il y a énormément de disparités dans les résultats, les estimations qu'ils ont pu faire. Par exemple, une des premières études que j'ai vues, moi, c'était celle de l'économiste Nicolas Bloom de l'Université de Californie. Lui, il parlait d'un gain de productivité moyen assez faible. Il évoquait le chiffre de 5%. Mais au contraire, on a l'Institut Sapiens, par exemple, qui en mars 2021 a rendu son enquête dans laquelle il fait état, lui, d'une hausse de 22%. En face de ça, on a encore un chercheur japonais, Masayuki Morikawa,
qui parle, lui, d'une perte de productivité de 30%. Donc, vous voyez, là-dessus, on a des chiffres vraiment complètement différents les uns des autres. Et en fait, moi, ce que je me dis, c'est que derrière ces moyennes statistiques, il y a probablement de fortes disparités, quelles que soient les études là dont on parle parmi celles que je vous ai citées. Et ce qu'évoquent tous ces chercheurs, c'est que visiblement, la productivité des entreprises qui a le plus augmenté, c'est celle en fait des boîtes qui pratiquaient déjà le télétravail. Des entreprises dans lesquelles les salariés étaient déjà coutumiers de cette pratique. Mais également les entreprises qui ont une organisation très séquencée du travail. À l'inverse, celles qui reposent sur une organisation du travail davantage orientée vers la créativité, la résolution collective de problèmes, il semble que pour ces entreprises-là, qui sont plus consommatrices en fait en échanges humains, pour ces entreprises-là, il semble que ça a été plus dommageable. Et bien sûr, pour toutes celles qui ne pratiquaient pas du tout le télétravail, qui ont dû le mettre en place du jour au lendemain, commander des ordinateurs, former les salariés aux outils de type Zoom, Google Meet, enfin tous ces logiciels-là qu'on a beaucoup utilisés, qu'on continue beaucoup d'utiliser. Pour ces entreprises-là, ça a été très difficile. Donc voilà ce que je peux vous dire, Élodie, sur ces premières données qu'on a sur l'impact sur le moral des salariés. Donc par rapport à ce que je vous disais, à cette mise en regard de l'impact sur le moral d'une part et la productivité d'autre part, moi ce que je me dis, c'est que en fait, le principal ingrédient du bien-être au travail, c'est le fait de pouvoir faire son travail au niveau de qualité qu'on estime juste. Moi, de mon expérience, c'est ce que j'ai constaté, c'est ce qu'on lit aussi dans la littérature, c'est que finalement, c'est ça qui joue le plus pour les personnes. Donc, on se doute que pour tous les salariés dont l'activité a été perturbée, soit parce qu'ils pratiquaient pas du tout le télétravail, soit parce qu'ils se sont retrouvés au chômage technique du jour au lendemain, soit parce que même s'ils étaient coutumiers du télétravail et que l'entreprise allait bien, ils ont eu des difficultés opérationnelles à résoudre vraiment de façon extrêmement rapide. On se doute que pour toutes ces personnes qui ont perdu en efficacité, du coup, dans leur travail du quotidien, lorsque le cadre de travail n'était pas adapté, c'est évident que le moral de toutes ces personnes a été impacté. Que peut-on dire de l'évolution du cadre de travail en réaction à la crise du Covid ? Vis-à-vis du cadre de travail, justement, dont on parle, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la crise, elle a exigé de nous des choix immédiats. Et tellement immédiats qu'on a dû même faire des choix arbitraires. Et quand on y réfléchit bien, la plupart des décisions qui ont été prises pendant cette période, elles relevaient presque toutes du rapport entre la corporalité et le travail. Les questions qu'on s'est posées, c'était quelles sont les professions qui peuvent s'exercer à distance pour éviter le contact des corps? Donc là, cette question-là, on a répondu très rapidement. Mais globalement, toutes les professions qui n'exigent pas une intervention manuelle, un travail manuel, elles peuvent travailler à distance. Une autre question qu'on s'est posée, c'était quelles étaient les professions indispensables au point de continuer à prendre le risque d'une proximité physique. Donc là encore, ça a été une catégorisation qu'on a fait très rapidement. C'était les gens qui travaillent uniquement sur ordinateur ou dont l'outil de travail principal est l'ordinateur. Et bien celles-là, paf,
il vaut mieux éviter de leur faire prendre le risque de la proximité corporelle. Et enfin, la dernière question qui s'est posée à nous tous, télétravailleurs ou pas télétravailleurs, hein, de façon très frappante, c'est la question des contraintes qu'on peut raisonnablement appliquer à un corps sans entraver sa capacité à travailler. Je vais prendre un exemple qui pourrait paraître risible par sa simplicité, mais si on imagine un chantier de BTP, un chantier de construction, les ouvriers sur les chantiers, bien souvent, sont obligés de faire des manipulations à plusieurs, soit parce qu'ils déplacent des choses très lourdes, voilà, qu'on peut pas, des gros sacs de ciment, que sais-je, qu'on peut pas porter tout seul, soit parce que pour la sécurité du chantier et leur sécurité physique, il faut faire certaines choses à plusieurs. Mais ces personnes-là, du coup, est-ce qu'il valait mieux continuer de faire les choses à deux, quitte à avoir une proximité corporelle qui pourrait permettre la transmission du virus? Ou est-ce qu'il vaut mieux qu'ils travaillent chacun de leur côté, quitte à faire des limbagos en série dans la profession, vous voyez? Donc ça, c'est cette question des contraintes qu'on peut appliquer sur les corps. Elle s'est posée de façon très importante. On l'a vu aussi pour toutes les personnes qui travaillaient à distance. Je sais pas, Élodie, comment ça s'est passé pour vous, pour toutes les personnes qui travaillent chez Tissot, mais pour beaucoup de salariés du tertiaire en France, on a des gens qui ont improvisé, qui se sont mis à travailler dans leur salon. Et puis pour ceux qui n'avaient pas de salon, ils se sont mis à travailler dans leur chambre, voire même s'ils n'avaient pas de bureau, dans leur lit. Alors travailler toute la journée dans son lit, c'est une contrainte physique, là encore, qui peut être délétère aussi bien pour la santé de la personne dont on parle que pour la qualité du travail qu'elle peut fournir. On peut imaginer que quand on est dans son lit, on n'est pas aussi concentré que assis à un bureau, tout simplement. Les conditions de travail, elles ont été modifiées aussi par la rotation des équipes. Du coup, on n'avait plus la possibilité de voir, d'échanger avec ses collègues chaque jour, que ce soit pour prendre des nouvelles, des petites choses banales du quotidien, comme font toutes les personnes en fait, ou que ce soit pour échanger dans le but d'accomplir une certaine mission, un certain travail. On a tous les gestes barrières aussi qui ont modifié des choses dans le cadre de travail. Et en fait, si je peux même aller plus loin avec cette affaire de cadre dans lequel on place le corps pour travailler, moi, ce que je me suis dit en réfléchissant à travers ces longs mois, c'est que finalement, cette question, elle se posait déjà de façon latente depuis très longtemps. En fait, quand on y pense depuis des siècles, le corps, c'est l'outil primordial du travail qui permet de produire des biens, mais c'est aussi une limite à dépasser. Et en même temps qu'une limite à dépasser, c'est l'outil de surpassement. Je vais prendre quelques exemples. La roue, qu'on a inventée il y a bien des siècles, voire même des millénaires. Elle nous permet de déplacer des objets qu'un homme seul n'aurait pas pu déplacer, ou alors des objets pour lesquels il aurait fallu des centaines de personnes pour les tracter, et ça aurait pris beaucoup plus de temps qu'avec une roue, vous voyez. L'écriture, par la suite, nous a permis de nous affranchir des limites de la voix et des limites de la mémoire. Et puis plus récemment, le numérique nous a permis de nous affranchir là carrément des limites du temps et de l'espace pour avoir des échanges simultanés
avec des collaborateurs qui se trouvent à l'autre bout du monde. Donc on voit qu'au fil des siècles, on s'est de plus en plus affranchi des limites du corps. Et cette tendance d'ailleurs est présente dans le monde moderne. Par exemple, la tendance de l'open space et du flex office qui monte de plus en plus rapidement ces dernières années et qui va probablement s'accélérer encore davantage. Suite à la crise du Covid, on peut l'imaginer, soit pour répondre à une demande des salariés qui, pour certains, y ont pris goût, soit pour réaliser des économies sur les coûts fixes de l'entreprise. Et du coup, quelles sont les contreparties de ces outils ? Et malheureusement, ces concepts professionnels modernes, en fait, ils sont en train de montrer leurs limites. Je vais prendre l'exemple de la visio. La visioconférence qui est devenue tout à fait banale après quelques mois de vécu avec le Covid. En fait, dans une visio, il y a un passage de la 3D, du fait de se voir en vrai, à la 2D, de se voir sur une image filmée. Et en fait, cette retransmission de, si je puis dire, de la chair, en fait, en pixels, elle détruit une grande partie des informations qu'on partage lorsque nous communiquons. Vous le savez, quand on communique, il y a bien sûr ce qu'on dit, la manière dont on le dit, mais aussi la façon dont on se comporte quand on dit toutes ces choses. Et là, je vous parle du coup de communication non verbale, de la posture du corps, de ces choses-là. Et en fait, il se trouve qu'en visio, déjà, on voit les personnes, on ne voit que leur visage, on ne les voit qu'en plan américain, comme on dirait au cinéma, du fait du cadrage de la webcam. Et du coup, tout ce qui se passe au-dessous de cette limite, on ne le voit pas. Donc, par exemple, il est impossible de percevoir à travers la visio que notre interlocuteur est en train d'avoir la jambe qui s'agite, peut-être un peu d'impatience. Bien qu'à l'image aussi, on puisse percevoir, par exemple, que quelqu'un rougit, devient tout rouge, c'est bien moins facilement perceptible qu'en vrai. Et en plus, en fonction du débit de la connexion, ça peut être les pixels peuvent être plus ou moins gros, enfin l'image moins bien retranscrite. Et à tel point que même en visio, bien souvent, il n'est pas possible de voir les larmes. Comme on parlait du moral des salariés qui avait pu être durement impacté pour beaucoup. Donc en fait, la visio, elle limite la perception de nos sens. Et ça pose un problème très particulier, c'est que du coup, elle bloque en fait l'action des neurones miroirs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces neurones-là. Les neurones miroirs, c'est des neurones qui nous permettent de capter le comportement de l'autre et de lui attribuer une signification, d'imaginer en fait ce que ce comportement-là recouvre. L'exemple de la jambe impatiente dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en fait, en bloquant l'action des neurones miroirs, la visio, elle nous prive de l'un des plus formidables talents de l'être humain, l'empathie. Donc si, comme le suppose une part importante des chercheurs, l'intelligence repose notamment sur l'empathie, je vais peut-être être dure, mais on peut en conclure que la visio nous rend malheureusement stupides de ce point de vue-là. Iriez-vous jusqu'à dire que la visio empêche une bonne communication ? Alors, la visio, les gestes barrières, la rotation des équipes, en fait, deux personnes, elles ne communiquent jamais de la même manière en face à face et à distance.
Donc ça veut pas dire qu'il faut se priver de la communication à distance. Mais cela signifie qu'il ne faut pas sous-estimer la valeur irréductible du cadre que nous indique notre corps, en fait. La portée naturelle de la voix, de la vue et tous nos autres sens, en fait, désignent comme un cercle à l'intérieur duquel l'information circule de façon optimale. Et tous les moyens qui permettent d'amplifier la portée de nos sens et de la transmission de l'information s'accompagnent d'une distorsion. Et cette distorsion, si elle est trop grande, elle finit par rendre le message intelligible. Donc ça, on le voit très bien pour revenir à cet exemple de visio. Si le cadrage est mal fait d'un côté, que par exemple on ne voit qu'une partie du visage de notre interlocuteur, et qu'en plus la connexion internet n'est pas très bonne, que ça frise, que ça coupe, etc., eh bien la communication va être très pénible et au final, ce qui était censé nous faire gagner du temps va nous en faire perdre parce qu'on va se répéter, on va faire répéter l'interlocuteur, on va reposer les mêmes questions, on va essayer de déconnecter, de reconnecter le Wi-Fi, enfin voilà, toute ce nouveau rituel auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés. Donc finalement, c'est très dommageable parce qu'on voit que ces choix qui ont été faits, ces choix d'économie, économiser les risques pour la santé, par exemple, ou si on parle des open space, d'économiser des coûts des locaux. Cette économie à court terme, elle est séduisante, mais à long terme, elle peut masquer un manque de rentabilité. Que conseillez-vous aux entreprises qui envisagent de pérenniser le travail? Donc en fait, plus ça va au cours de ces mois, plus je me dis il devient urgent de réfléchir. D'ailleurs, comme on est en train de le faire à travers l'enregistrement de cette émission, à la reconquête d'un écosystème de travail dans lequel le corps serait pris en compte, dans l'idée de parvenir à un équilibre harmonieux entre les lois immuables de la nature et les audaces qui sont permises par les nouvelles technologies. Et bien sûr, les crises de nature sanitaire ou autre qui pourraient se poser à nous à l'avenir. L'une des lois fondamentales dont je vous parlais, c'est que le contexte dans lequel on place le corps pour travailler, il nous influence. Qu'on travaille dans un palais ou dans un préfabriqué, il n'en ressortira pas la même chose à mon avis. Prenons l'exemple de Newton, par exemple. Est-ce qu'il aurait produit toutes ces lois incroyables qu'on utilise encore tous les jours dans le monde moderne si la peste de Londres, à l'époque, ne l'avait pas forcé à s'enfermer pendant des années tout seul chez lui? On peut penser encore à l'exemple de Flaubert, qui avait besoin d'un gueuloir pour lire ses textes et les travailler. Est-ce que Flaubert aurait pu écrire ses livres dans un café bondé? Je ne crois pas. Et ce que je crois aussi, c'est qu'il est naïf de penser que seuls les génies ont besoin d'un cadre pour exprimer leur talent. Donc voilà, Élodie. Je reboucle avec ce que je vous disais en introduction, comme quoi le bien-être au travail était très influencé par le fait de pouvoir faire son travail au niveau de qualité qu'on estime être le bon. Et ce cadre de travail, il cadre la communication aussi avec les autres. Et en fait, qu'on parle de travail
sous l'angle du risque psychosocial ou sous l'angle du bien-être au travail, il existe toujours un jeu de vase communicant entre les moyens qu'on alloue et les résultats qu'on obtient. Et au fur et à mesure qu'on dépasse les limites de la présence physique, de la présence du corps, ces nécessités, elles réapparaissent par la petite porte. Vous voyez, ça c'était, je pense à une tendance montante depuis quelques années, c'est le thème de la conciliation vie professionnelle, vie personnelle. Cette thématique, moi, quand il y a encore quelques mois, là où très peu d'entreprises me demandaient par exemple, de traiter ce sujet auprès de leurs managers ou de leurs collaborateurs, de les former, de les sensibiliser, ça arrivait, mais voilà, c'était pas nécessairement le sujet qui attisait le plus de curiosité ou vis-à-vis duquel il y avait le plus de besoin. Par contre, à partir de mars 2020, c'est devenu un des premiers sujets qu'on m'a demandé de traiter. Et ça, quand on pense à la crise, à tout ce qu'on a vécu, tous, ça semble assez évident, puisqu'à travers le télétravail, l'espace professionnel s'est invité à l'intérieur de l'espace domestique. De quelle manière peut-on faire la limite entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle lorsque l'intégralité ou une grande partie de notre vie professionnelle se déroule dans notre salon ou dans notre chambre, voire même dans notre lit, si on n'a pas de bureau? Donc ça, c'est le travail qui s'invite dans l'espace domestique, c'est particulièrement vrai pour les salariés du tertiaire, pour les personnes qui travaillent dans la restauration, dans le BTP. Ces métiers-là, par exemple, bien sûr, ils n'ont pas eu cette problématique-là. Mais pour les autres, et puis pour tout le monde, en fait, vous voyez, cette question du corps, elle est réintroduite aujourd'hui, en plus, là, à cette rentrée 2021, depuis les dernières allocutions de notre président Macron, on va avoir le secret médical qui va se réintroduire dans le travail. Il a certains métiers, vous le savez tous, pour lesquels il faut présenter un pass sanitaire en règle. Et bien sûr, il y a des métiers dans lesquels ce n'est pas le cas, mais cette question est dans toutes les bouches. Est-ce que tu es vacciné? Est-ce que tu as eu la Covid? Etc. Et gérer ce secret médical, finalement, gérer ces corps qu'on a un petit peu mis de côté, voilà, parce qu'on n'a pas su comment faire autrement à l'époque, finalement, revient par cette petite porte-là. Et pour les personnes, je pense particulièrement au personnel des RH, par exemple, et des services de santé au travail, qui vont devoir faire le travail de contrôle qui leur est nouvellement demandé par la loi. C'est une charge de travail supplémentaire, une exposition émotionnelle qu'il ne faut pas négliger. Parce que quand on est RH, qu'on se dit voilà, je demande les passes sanitaires des personnes, je récupère les QR codes, etc. C'est une chose. Mais mettons que une personne d'une entreprise au RH comme ça se retrouve face à un collaborateur qui refuse, qui invective. Parce qu'il n'est pas d'accord avec cette intrusion un peu dans sa vie privée, vis-à-vis de son corps, gérer ça, ça va pas être de la tarte. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais face à ce constat, existe-t-il une solution miracle pour identifier rapidement les salariés qui ont été ou sont en difficulté? Alors malheureusement, Élodie, non. Autrement, je vais être un petit peu taquine, mais le risque psychosocial serait pas un marché aussi florissant et probablement qu'on serait pas en train d'avoir cette discussion. Mais il y a tout de même des repères sur lesquels on peut s'appuyer.
Le premier, et doit y avoir une chose à retenir, c'est celle-là, c'est que ce qui est le plus utile pour identifier une personne qui serait pas très bien, c'est un changement d'attitude de sa part. Par exemple, un râleur, c'est pas le fait qu'il se plaigne du coup qui va vous alerter, puisque c'est un petit peu son attitude du quotidien. Mais si cette personne du jour au lendemain arrête de faire part de ce qu'elle pense, etc. Là, on peut se dire il y a peut-être quelque chose qui va pas. Il n'est pas égal à lui-même aujourd'hui. Donc, si ce changement d'attitude-là perdure dans le temps et qu'il y a une accumulation de signaux qui vous inquiètent, là, il faut vraiment pas hésiter. Disons-nous que dans cette période très troublée, il vaut mieux s'inquiéter pour rien que l'inverse. Donc vraiment, l'inquiétude est légitime, il faut pas hésiter à y aller. Les personnes, moi, que je vous conseillerais quand même de surveiller avec un peu plus de vigilance, enfin de surveiller, d'être attentif à eux, ce sont par exemple les nouveaux arrivés dans l'entreprise parce qu'on connaît pas encore très bien justement quel est leur mode normal, on connaît pas encore leur résistance au stress ni la façon dont ils réagissent de manière courante. On peut être attentif aux jeunes également, qui démarrent leur vie professionnelle, parce que bien souvent, ils veulent bien faire et malheureusement présument parfois de leur force. Et puis, il y a aussi les collaborateurs avec qui on n'a pas une très bonne relation, parce que naturellement, du coup, on peut être moins attentif à eux, mais il faut être particulièrement vigilant. Et surtout, les personnes discrètes qui semblent peu intégrées au tissu social de l'entreprise. Donc avec toutes ces personnes, il faut prendre le temps d'échanger. D'ailleurs, ce que la plupart des managers et des RH ont fait, en fait, pendant la crise. Donc pour réussir une prise de température du moral, comme ça, de la personne, concentrez-vous vraiment sur cet objectif, savoir comment elle va. C'est pas le moment où vous allez lui poser une question opérationnelle, régler un souci, ni le moment où vous allez lui faire un feedback. C'est le moment où vous allez vous intéresser à elle uniquement et à ses conditions de travail. Et justement, comment impliquer les managers de proximité dans cette quête du moral des salariés? Alors les managers de proximité, bien que ça fasse très peu souvent l'objet d'une ligne dans leur fiche de poste, en fait, la plupart du temps, ça les intéresse, ça fait partie de leurs préoccupations du quotidien, en fait, savoir comment vont les troupes. Donc beaucoup de managers, la plupart, d'après moi ce que j'observe, ils acceptent de prendre ce temps-là, le temps de la gestion des hommes parce qu'ils estiment que c'est indispensable et beaucoup, ils ont déclenché des appels, des petits rituels, comment ça va, de se passer un coup de fil, de faire une visio régulièrement pour prendre des nouvelles. Mais pour ceux dont ce n'est pas le cas, il faut se poser la question de ce qu'on leur a communiqué. Est-ce qu'on leur a demandé de le faire? À quel moment on leur a demandé de le faire? Est-ce qu'on leur a demandé de le faire au cours d'une réunion? Est-ce qu'il y a eu un mail explicite de la direction disant qu'on attendait d'eux qu'ils soient particulièrement attentifs, qu'ils redoublent de vigilance? Est-ce que ces managers-là, ils sont formés aussi? Et quel maillage ils forment avec les autres acteurs de l'entreprise? Est-ce qu'avec les équipes RH, ils se connaissent? Est-ce qu'avec les représentants du personnel, avec les autres acteurs de la ligne managériale, est-ce qu'ils ont de bons liens qui leur permettraient de relayer éventuellement le fait qu'une personne ne soit pas bien? Parce que ce qui est terrible, enfin ce qui peut y avoir de très difficile, c'est quand on a en face de soi quelqu'un qui est mal et qu'on est tout seul pour le gérer et qu'on ne sait pas quoi faire. Donc, d'où mon insistance sur ce maillage avec les autres personnes de l'entreprise. Et puis, bien sûr, si on veut impliquer les managers de proximité, c'est intéressant de montrer l'exemple.
même si ça ne faisait pas partie des habitudes de l'entreprise, de prendre des nouvelles les uns des autres, on peut, dès le top management, le faire, quitte à prendre une petite précaution oratoire, de prévenir les gens que ce n'était pas notre comportement habituel auparavant, de prendre le temps de discuter avec eux de l'activité, de comment ça va, mais que maintenant, on va le faire. Avec la rentrée, de nombreux salariés ont repris le chemin de l'entreprise, pour le coup en présentiel. Alors, comment profiter de ces retours massifs pour justement accompagner les collaborateurs en difficulté? Alors, je dirais comment profiter de ces retours pour prendre les nouvelles habitudes qui nous permettront, dans la vie courante, de détecter justement les personnes en difficulté. Moi, ce que je vous propose, c'est par exemple de profiter du retour pour prendre le temps de faire un point d'équipe, de la façon dont on a vécu les derniers mois. Au niveau de la charge de travail, comment c'était? Est-ce que ça a augmenté, diminué? Est-ce que ça allait dans le même sens pour tout le monde ou est-ce qu'il y a eu des disparités? Je pense par exemple à des équipes dont une partie a été mise au chômage partiel et une autre pas. Par exemple, moi j'ai vécu ça. Et cette discussion, elle est très utile pour aplanir, en fait, expliquer s'il y a éventuellement des sentiments d'injustice ou en deçà de ça, même de simples incompréhensions, pour les expliquer. On peut aussi revenir sur les défis qu'on a relevés, là où on a réussi, là où ça n'a pas marché, où on a échoué et pourquoi. On peut aussi échanger de notre motivation. Comment est-ce qu'elle a fluctué au cours de ces mois? Si l'équipe s'entend bien et que les gens le souhaitent, on peut aussi éventuellement inviter les personnes à s'exprimer sur d'éventuels vécus personnels douloureux pendant la crise. Je pense par exemple aux gens qui ont perdu un proche du Covid ou des personnes qui ont perdu un proche du Covid ou pas, mais qui n'ont pas pu faire d'obsèques dignes. Ça, c'est des choses très douloureuses. Donc, quand je vous dis ça, hein, grosse précaution, ce que je vous invite à faire, ce n'est pas d'entrer dans la vie personnelle des uns et des autres et de forcer ça, mais simplement de laisser un espace de parole qui permette aux uns et aux autres, en fait, de comprendre l'attitude de l'autre. Ah bah oui. Donc je comprends que Élodie, elle est au taquet, elle est super contente de revenir au travail parce que. Ou au contraire, ah bah oui, je comprends qu'elle soit, elle tire un petit peu la tête là parce que X, Y, Z. Vous voyez, tout ce qui va nous permettre de comprendre l'attitude de l'autre et de mieux le connaître sera utile. Et justement, on dit souvent que ce lien social, c'est vraiment le ciment d'une entreprise. Comment tenter de renouer ce lien social Mm. quand il y a toutes ces peurs et ces réticences que peuvent avoir les salariés à se retrouver ensemble? Alors vous avez raison, le lien social, c'est le ciment de la vie de l'entreprise. Et d'ailleurs, vous savez, pour beaucoup de salariés, leur entreprise, c'est le premier lieu où ils se socialisent, où ils apprennent à connaître des gens, voire même se font des amis. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que la convivialité, ça ne se décrète pas. Si on a envie de faire des petites actions de convivialité, d'organiser un repas, une sortie, une activité, dans une équipe et qu'on voit que ça ne prend pas, pardon, il ne faut surtout pas forcer. Il faut laisser la liberté aux personnes parce que si on a en face de soi quelqu'un qui est réticent, qui a une posture par exemple du type bah moi je viens pour gagner ma vie, pas pour me faire des amis, ce qui je veux dire est tout aussi honorable que quelqu'un qui aurait la posture inverse, hein. Une personne comme ça, si on la force, on va la renforcer encore dans sa position de ne pas avoir envie de participer.
Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'après 18 mois de Covid, les perceptions des uns et des autres, elles ont été bousculées. Parfois en bien, parfois en pas très bien. Vous avez des personnes qui ont le sentiment d'avoir trouvé un nouvel équilibre suite à la crise, parce qu'ils se sont remis en question et qu'ils ont changé dans leur quotidien, des choses, pardon, dans leur quotidien. Il y en a d'autres qui ont le sentiment, au contraire, d'être épuisés. Il y en a qui ont peur du virus. Il y en a qui n'ont pas peur et qui ont envie de retrouver le contact. Donc en fait, mon principal conseil, ce serait de ne pas faire comme si de rien n'était, mais de déclencher une discussion autour de ça. Comme je vous le disais juste avant, tout ce qui nous permet de comprendre le comportement des uns et des autres, c'est ça qui va nous aider à rétablir la communication et donc à rétablir ou renforcer le lien social. Pour terminer, Emma, vous parliez tout à l'heure des habitudes à prendre qui permettent de détecter les personnes en difficulté. Vous avez parlé de faire un point avec les équipes. Est-ce que vous auriez 2 ou 3 conseils, petites astuces du quotidien qui permettraient aux professionnels RH d'être acteurs dans cette détection des personnes fragiles? Alors je dirais, oui, ça peut paraître un peu contre-intuitif ce que je vais dire, mais je vais essayer de m'expliquer. La première chose que j'aurais envie de dire à tous les RH, c'est d'abord de vous écouter vous, d'avoir un peu d'empathie pour vous-même. Parce que oui, si vous êtes en overdose de visio, si vous avez mal au dos parce que vous avez jamais pris le temps de régler la hauteur de votre écran et que du coup vous en pouvez plus, enfin voilà, je pense que ça peut paraître un peu anecdotique, mais si vous n'avez pas cette écoute de vous-même et que vous ne faites pas cette expérience d'être attentif à vous-même, pardon, vous risquez d'être en difficulté pour montrer de la sollicitude aux autres. Donc moi, mon premier conseil, ce serait vraiment commencer par là, commencer par vous. Commencez par vous écouter vous écoutez vous-même. Ensuite, la deuxième chose, je dirais que ce qui est très important là, c'est de ne pas faire comme si de rien n'était. Nos vies ont été complètement bousculées. Qu'on parle du travailleur du tertiaire qui s'est retrouvé en télétravail du jour au lendemain et probablement, dans les mois à venir, va continuer à faire pas mal de télétravail, comme on se le disait, ou qu'on parle du salarié de la restauration d'entreprise qui travaille avec un masque toute la journée, qui n'entend pas ce que les personnes qui viennent au restaurant lui disent qu'ils aimeraient manger, etc. En fait, tout ça, ça nous bouscule. Ça nous bouscule dans notre représentation du travail, dans notre représentation de notre propre corps, de ce qu'on fait avec comment on utilise notre propre corps pour travailler. Et donc, pour les RH, ce qui est important, c'est de ne pas faire comme si de rien n'était. Si vous avez une personne qui vous fait une petite remarque, sur un sujet X ou Y, ne la laissez pas passer. N'hésitez pas à répondre vous aussi par l'humour. Pourquoi pas? Ça peut briser la glace, ça peut aider. Tout ce qui peut aider à rétablir la communication, c'est ça, en fait, dont on a tous besoin. Et c'est pour ça que on a besoin des RH. On a besoin d'eux pour qu'ils puissent faire ce pas-là vers les autres qui peut, dans cette période où on est tous quand même stressés, fatigués, bon, à part quelques exceptions comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui peut aider à rétablir ce lien, faites-le. Donc mon troisième conseil, ce serait, et là, je pense que c'est un conseil qui est plus facile à prodiguer qu'à appliquer, mais je vais quand même y aller, ce serait de prendre le temps d'écouter, prendre le temps de creuser. Et ça, ce sera d'autant plus facile à faire avec les autres, avec vos collègues, que vous aurez pris le temps de le faire pour vous. Je pense par exemple, l'autre jour, je discutais avec
une RH qui me disait voilà, là je suis confrontée à gérer toutes les personnes qui veulent pas revenir au bureau et je dois les convaincre et tout, c'est super compliqué humainement et techniquement aussi de les convaincre. Donc avec ces personnes-là, par exemple, prendre le temps, c'est prendre le temps de creuser. Pourquoi cette personne ne veut pas revenir au bureau? Est-ce que c'est parce qu'elle a peur du Covid? Est-ce que c'est parce que elle a l'impression d'être tellement efficace chez elle et puis elle peut aller chercher ses enfants à l'école et c'est super et voilà? Parce qu'elle n'a pas envie de renoncer à des bienfaits que ça lui a permis? Ou est-ce que c'est encore, par exemple, parce qu'elle n'a pas envie de retrouver son manager qu'elle aime pas? Vous voyez, il faut prendre le temps de creuser pour pouvoir accompagner, tout simplement. Finalement, être encore plus près des collaborateurs en période de crise prend vraiment tout son sens. Eh bien, un grand merci Emma pour cet échange. J'espère que vous avez pris plaisir à prendre la parole sur notre podcast. Oui, mais c'est moi qui vous remercie. C'est vraiment toujours un plaisir de travailler avec Tissot. Et je vous remercie aussi parce que figurez-vous que prendre le temps de cette discussion, moi aussi, ça m'a fait réfléchir. Je pense que ça doit être également le cas de nos auditeurs. À très bientôt Emma. Merci. Cet épisode est terminé. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée et le partager au plus grand nombre. Encore un grand merci à Emma pour le temps qu'elle nous a accordé aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel épisode.